Grand 4 sur la culture nationale. Il ne suffit pas d'écrire un chant révolutionnaire pour participer à la révolution africaine. Il faut faire cette révolution avec le peuple. Avec le peuple, et les chants viendront seuls et d'eux-mêmes. Pour avoir une action authentique, il faut être soi-même une part vive de l'Afrique et de sa pensée, un élément de cette énergie populaire tout entière mobilisée pour la libération, le progrès et le bonheur de l'Afrique. Il n'y a aucune place en dehors de ce seul combat, ni pour l'artiste, ni pour l'intellectuel, qui n'est pas lui-même engagé et totalement mobilisé avec le peuple dans le grand combat de l'Afrique et de l'humanité souffrante. Sékou Touré. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Dans les pays sous-développés, les générations précédentes ont à la fois résisté au travail d'érosion poursuivi par le colonialisme et préparé le mûrissement de luttes actuelles. Il nous faut perdre l'habitude, maintenant que nous sommes au cœur du combat, de minimiser l'action de nos pères ou de feindre l'incompréhension devant leur silence ou leur passivité. Ils se sont battus comme ils pouvaient, avec les armes qu'ils possédaient alors, et si les échos de leur lutte n'ont pas retenti sur l'arène internationale, il faut en voir la raison moins dans l'absence d'héroïsme que dans une situation internationale fondamentalement différente. Il a fallu que plus d'un colonisé dise « ça ne peut plus durer », il a fallu que plus d'une tribu se rebelle. Il a fallu plus d'une jacquerie matée, plus d'une manifestation réprimée pour que nous puissions aujourd'hui tenir tête avec cette certitude dans la victoire. Notre mission historique, à nous qui avons pris la décision de briser les reins du colonialisme, est d'ordonner toutes les révoltes, tous les actes désespérés, toutes les tentatives avortées ou noyées dans le sang. Nous analyserons dans ce chapitre le problème que l'on sent fondamental de la légitimité de la revendication d'une nation. Il faut reconnaître que le parti politique qui mobilise le peuple ne se préoccupe guère de ce problème de la légitimité. Les partis politiques partent du réel vécu, et c'est au nom de ce réel, au nom de cette actualité qui pèse sur le présent et sur l'avenir des hommes et des femmes qu'il convient à l'action. Le parti politique peut bien parler en termes émouvants de la nation, mais ce qui l'intéresse, c'est que le peuple qui l'écoute comprenne la nécessité de participer au combat s'il aspire tout simplement à exister. On sait aujourd'hui que, dans la première phase de la lutte nationale, le colonialisme essaye de désamorcer la revendication nationale en faisant de l'économisme. Dès les premières revendications, le colonialisme feint la compréhension en reconnaissant avec une humilité ostentatoire que le territoire souffre d'un sous-développement grave qui nécessite un effort économique et social important. Et, de fait, il arrive que certaines mesures spectaculaires, des chantiers de chômage ouverts çà et là, retardent de quelques années la cristallisation de la conscience nationale. Mais tôt ou tard, le colonialisme s'aperçoit qu'il ne lui est pas possible de réaliser un projet de réforme économico-sociale qui satisfasse les aspirations des masses colonisées. Même sur le plan du ventre, le colonialisme fait la preuve de son impuissance congénitale. L'État colonialiste découvre très rapidement que vouloir désarmer les partis nationaux dans le domaine strictement économique reviendrait à faire aux colonies ce qu'il n'a pas voulu faire sur son propre territoire. Et ce n'est pas un hasard si fleurit aujourd'hui un peu partout la doctrine du cartiérisme. L'amertume des abusés de quartier, face à l'obstination de la France à s'attacher des gens qu'elle devra nourrir alors que tant de Français vivent dans la gêne, traduit l'impossibilité dans laquelle se trouve le colonialisme à se transformer en programme désintéressé d'aide et de soutien. C'est pourquoi, encore une fois, il ne faut pas perdre son temps à répéter qu'il vaut mieux la faim dans la dignité que le pain dans la servitude. Il faut au contraire se convaincre que le colonialisme est incapable de procurer au peuple colonisé les conditions matérielles susceptibles de lui faire oublier son souci de dignité. Une fois que le colonialisme a compris où l'entraînerait sa tactique de réforme sociale, on le voit retrouver ses vieux réflexes, renforcer les effectifs de police, dépêcher des troupes et installer un régime de terreur mieux adapté à ses intérêts et à sa psychologie. Au sein des partis politiques, le plus souvent latéralement à eux, apparaissent des hommes de culture colonisée. Pour ces hommes, la revendication d'une culture nationale, l'affirmation de l'existence de cette culture représente un champ de bataille privilégié. Alors que les hommes politiques inscrivent leur action dans le réel, les hommes de culture se situent dans le cadre de l'histoire. Face à l'intellectuel colonisé qui décide de répondre agressivement à la théorie colonialiste d'une barbarie antécoloniale, le colonialisme va peu réagir. Il réagira d'autant moins que les idées développées par la jeune intelligentsia colonisée sont largement professées par les spécialistes métropolitains. Il est banal, en effet, de constater que depuis plusieurs décades, de nombreux chercheurs européens ont, en gros, réhabilité les civilisations africaines, mexicaines ou péruviennes. On a pu s'étonner de la passion investie par les intellectuels colonisés pour défendre l'existence d'une culture nationale. Mais ceux qui condamnent cette passion exacerbée oublient singulièrement que leur psychisme, leur moi,
s'abrite commodément derrière une culture française ou allemande qui a fait ses preuves et que personne ne conteste. Je concède que sur le plan de l'existence, le fait qu'il ait existé une civilisation aztèque ne change pas grand-chose au régime alimentaire du paysan mexicain d'aujourd'hui. Je concède que toutes les preuves qui pourraient être données de l'existence d'une prodigieuse civilisation songhai ne changent pas le fait que les Songhai aujourd'hui sont sous-alimentés, analphabètes, jetés entre ciel et eau, la tête vide, les yeux vides. Mais, on l'a dit à plusieurs reprises, cette recherche passionnée d'une culture nationale en deçà de l'ère coloniale tire sa légitimité du souci que partagent les intellectuels colonisés de prendre du recul par rapport à la culture occidentale dans laquelle ils risquent de s'enliser. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de se perdre, donc d'être perdus pour leur peuple. Ces hommes, la rage au cœur et le cerveau fou, s'acharnent à reprendre contact avec la sève la plus ancienne, la plus antécoloniale de leur peuple. Allons plus loin. Peut-être que ces passions et que cette rage sont entretenues, ou du moins orientées par le secret espoir de découvrir au-delà de cette misère actuelle, de ce mépris pour soi-même, de cette démission et de ce reniement, une ère très belle et très resplendissante qui nous réhabilite, à la fois vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Je dis que je suis décidé à aller loin. Inconsciemment, peut-être, les intellectuels colonisés, ne pouvant faire l'amour avec l'histoire présente de leur peuple opprimé, ne pouvant s'émerveiller de l'histoire de leurs barbaries actuelles, ont-ils décidé d'aller plus loin, de descendre plus bas, et c'est, n'en doutons point, dans une allégresse exceptionnelle qu'ils ont découvert que le passé n'était point de honte mais de dignité, de gloire et de solennité. La revendication d'une culture nationale passée ne réhabilite pas seulement, ne fait pas que justifier une culture nationale future. Sur le plan de l'équilibre psycho-affectif, elle provoque chez le colonisé une mutation d'une importance fondamentale. On n'a peut-être pas suffisamment montré que le colonialisme ne se contente pas d'imposer sa loi au présent et à l'avenir du pays dominé. Le colonialisme ne se satisfait pas d'enserrer le peuple dans ses mailles, de vider le cerveau colonisé de toute forme et de tout contenu. Par une sorte de perversion de la logique, il s'oriente vers le passé du peuple opprimé, le distord, le défigure, l'anéantit. Cette entreprise de dévalorisation de l'histoire d'avant la colonisation prend aujourd'hui sa signification dialectique. Quand on réfléchit aux efforts qui ont été déployés pour réaliser l'aliénation culturelle si caractéristique de l'époque coloniale, on comprend que rien n'a été fait au hasard et que le résultat global recherché par la domination coloniale était bien de convaincre les indigènes que le colonialisme devait les arracher à la nuit. Le résultat, consciemment poursuivi par le colonialisme, était d'enfoncer dans la tête des indigènes que le départ du colon signifierait pour eux retour à la barbarie, encanaillement, animalisation. Sur le plan de l'inconscient, le colonialisme ne cherchait donc pas à être perçu par l'indigène comme une mère douce et bienveillante qui protège l'enfant d'un environnement hostile, mais bien sous la forme d'une mère qui sans cesse empêche un enfant fondamentalement pervers de réussir son suicide, de donner libre cours à ses instincts maléfiques. La mère coloniale défend l'enfant contre lui-même, contre son moi, contre sa physiologie, sa biologie, son malheur ontologique. Dans cette situation, la revendication de l'intellectuel colonisé n'est pas un luxe, mais l'exigence de programmes cohérents. L'intellectuel colonisé qui situe son combat sur le plan de la légitimité, qui veut apporter des preuves, qui accepte de se mettre nu pour mieux exhiber l'histoire de son corps et condamné à cette plongée dans les entrailles de son peuple. Cette plongée n'est pas spécifiquement nationale. L'intellectuel colonisé qui décide de livrer combat au mensonge colonialiste le livrera à l'échelle du continent. Le passé est valorisé. La culture, qui est arrachée du passé pour être déployée dans toute sa splendeur, n'est pas celle de son pays. Le colonialisme, qui n'a pas nuancé ses efforts, n'a cessé d'affirmer que le nègre est un sauvage et le nègre pour lui n'était ni l'Angolais ni le Nigérian. Il parlait du nègre. Pour le colonialisme, ce vaste continent était un repère de sauvages, un pays manifesté de superstition et de fanatisme, voué au mépris, lourd de la malédiction de Dieu, pays d'anthropophages, pays de nègres. La condamnation du colonialisme est continentale. L'affirmation par le colonialisme que la nuit humaine a caractérisé la période antécoloniale concerne l'ensemble du continent africain. Les efforts du colonisé pour se réhabiliter et échapper à la morsure coloniale s'inscrivent logiquement dans la même perspective que celle du colonialisme. L'intellectuel colonisé, qui est parti très loin du côté de la culture occidentale et qui se met en tête de proclamer l'existence d'une culture, ne le fait jamais au nom de l'Angola ou du Dahomey. La culture qui est affirmée est la culture africaine. Le nègre, qui n'a jamais été aussi nègre que depuis qu'il est dominé par le blanc, quand il décide de faire preuve de culture, de faire œuvre de culture, s'aperçoit que l'histoire lui impose un terrain précis, que l'histoire lui indique une voie précise et qu'il lui faut manifester une culture nègre.
Et il est bien vrai que les grands responsables de cette racialisation de la pensée, ou du moins des démarches de la pensée, sont et demeurent les Européens, qui n'ont pas cessé d'apposer la culture blanche aux autres incultures. Le colonialisme n'a pas cru devoir perdre son temps à nier les unes après les autres les cultures des différentes nations. Aussi la réponse du colonisé sera-t-elle d'emblée continentale. En Afrique, la littérature colonisée des 20 dernières années n'est pas une littérature nationale, mais une littérature de nègres. Le concept de négritude, par exemple, était l'antithèse affective, sinon logique, de cette insulte que l'homme blanc faisait à l'humanité. Cette négritude, ruée contre le mépris du blanc, s'est révélée dans certains secteurs seule capable de lever interdictions et malédictions, parce que les intellectuels guinéens ou kényans se trouvaient confrontés avant tout à l'ostracisme global, au mépris syncrétique du dominateur. Leur réaction fut de s'admirer et de se chanter. À l'affirmation inconditionnelle de la culture européenne a succédé l'affirmation inconditionnelle de la culture africaine. Dans l'ensemble, les chantres de la négritude opposeront la vieille Europe à la jeune Afrique. La raison ennuyeuse à la poésie, la logique oppressive à la piaffante nature, d'un côté raideur, cérémonie, protocole, scepticisme, de l'autre ingénuité, pétulance, liberté, pourquoi pas luxuriance, mais aussi irresponsabilité. Les chantres de la négritude n'hésiteront pas à transcender les limites du continent. D'Amérique, des voix noires vont reprendre cet hymne avec une ampleur accrue. Le monde noir verra le jour et Busia du Ghana, Birago Diop du Sénégal, Ampaté Bah du Soudan, Sinclair Drake de Chicago n'hésiteront pas à affirmer l'existence de liens communs, de lignes de force identiques. L'exemple du monde arabe pourrait être également proposé ici. On sait que la majorité des territoires arabes a été soumise à la domination coloniale. Le colonialisme a déployé dans ces régions le même effort pour ancrer dans l'esprit des indigènes que leur histoire d'avant la colonisation était une histoire dominée par la barbarie. La lutte de libération nationale s'est accompagnée d'un phénomène culturel connu sous le nom de réveil de l'islam. La passion mise par les auteurs arabes contemporains à rappeler à leur peuple les grandes pages de l'histoire arabe est une réponse aux mensonges de l'occupant. Les grands noms de la littérature arabe ont été répertoriés et le passé de la civilisation arabe a été brandi avec la même fougue, la même ardeur que celui des civilisations africaines. Les leaders arabes ont tenté de relancer cette fameuse Dar el-Salam qui a rayonné si brillamment au XII, XIII et XIVe siècle. Aujourd'hui, sur le plan politique, la Ligue arabe concrétise cette volonté de reprendre l'héritage du passé et de le faire culminer. Aujourd'hui, des médecins et des poètes arabes s'interpellent à travers les frontières, s'efforçant de lancer une nouvelle culture arabe, une nouvelle civilisation arabe. C'est au nom de l'arabisme que ces hommes se réunissent, c'est en son nom qu'ils s'efforcent de penser. Toutefois, dans le monde arabe, le sentiment national a conservé, même sous la domination coloniale, une vivacité que l'on ne retrouve pas en Afrique. Aussi, ne décèle-t-on pas, dans la Ligue arabe, cette communion spontanée de chacun avec tous. Au contraire, paradoxalement, chacun essaye de chanter les réalisations de sa nation. Le phénomène culturel s'étant dégagé de l'indifférenciation qui le caractérisait dans le monde africain, les Arabes ne parviennent pas toujours à s'effacer devant l'objet. Le vécu culturel n'est pas national mais arabe. Le problème n'est pas encore d'assurer une culture nationale, pas encore de saisir le mouvement des nations, mais d'assumer une culture arabe ou africaine face à la condamnation globale portée par le dominateur. Sur le plan africain comme sur le plan arabe, on voit que la revendication de l'homme, de culture du pays colonisé, est syncrétique, continentale, mondiale, dans le cas des Arabes. Cette obligation historique dans laquelle se sont trouvés les hommes de culture africains de racialiser leurs revendications, de parler davantage de culture africaine que de culture nationale, va les conduire à un cul-de-sac. Prenons par exemple le cas de la Société africaine de culture. Cette société a été créée par des intellectuels africains qui désiraient se connaître, échanger leurs expériences et leurs recherches respectives. Le but de cette société était donc d'affirmer l'existence d'une culture africaine, d'inventorier cette culture dans le cadre de nations définies, de révéler le dynamisme interne de chacune des cultures nationales. Mais, dans le même temps, cette société répondait à une autre exigence, celle de se ranger aux côtés de la Société européenne de culture qui menaçait de se transformer en société universelle de culture. Il y avait donc à la racine de cette décision le souci d'être présent au rendez-vous universel avec toutes ses armes, avec une culture jaillie des entrailles même du continent africain. Or, très rapidement, cette société va révéler son inaptitude à assumer ses différentes tâches et se limitera à des manifestations exhibitionnistes. Montrer aux Européens qu'il existe une culture africaine, s'opposer aux Européens ostentatoires et narcissistes, tel sera le comportement habituel des membres de cette société.
Nous avons montré que cette attitude était normale et tirait sa légitimité du mensonge propagé par les hommes de culture occidentaux. Mais la dégradation des buts de cette société va s'approfondir avec l'élaboration du concept de négritude. La société africaine va devenir la société culturelle du monde noir et sera amenée à inclure la diaspora nègre, c'est-à-dire les dizaines de millions de noirs répartis sur les continents américains. Les noirs qui se trouvent aux États-Unis, en Amérique centrale ou latine avaient en effet besoin de se raccrocher à une matrice culturelle. Le problème qui se posait à eux n'était pas fondamentalement différent de celui auquel se trouvaient confrontés les Africains. À leur égard, les Blancs d'Amérique ne se sont pas comportés différemment de ceux qui dominaient les Africains. Nous avons vu que les Blancs s'étaient accoutumés à mettre tous les Noirs dans le même sac. Au cours du premier congrès de la Société africaine de culture qui s'est tenu à Paris en 1956, les Noirs américains ont spontanément pensé leurs problèmes sur le même plan que ceux de leurs congénères africains. Les hommes de culture africains, en parlant de civilisations africaines, décernaient un état civil raisonnable aux anciens esclaves. Mais, progressivement, les Noirs américains se sont aperçus que les problèmes existentiels qui se posaient à eux ne recoupaient pas ceux auxquels étaient confrontés les Noirs africains. Les Noirs de Chicago ne ressemblaient pas aux Nigérians et aux Tanganykais, que, dans l'exacte mesure où ils se définissaient tous par rapport aux Blancs. Mais les premières confrontations passées, dès que la subjectivité s'est trouvée tranquillisée, les Noirs américains se sont aperçus que les problèmes objectifs étaient fondamentalement hétérogènes. L'écart de la liberté où Noirs et Blancs américains tentaient de faire reculer la discrimination raciale n'entretiennent, dans leurs principes et leurs obligations, que peu de rapport avec la lutte héroïque du peuple angolais contre l'odieux colonialisme portugais. Aussi, au cours du deuxième congrès de la Société africaine de culture, les Noirs américains décidaient-ils la création d'une société américaine des hommes de culture noire. La négritude trouvait donc sa première limite dans les phénomènes qui rendent compte de l'historicisation des hommes. La culture nègre, la culture négro-africaine, se morcelait parce que les hommes qui se proposaient de l'incarner se rendaient compte que toute culture est d'abord nationale et que les problèmes qui maintenaient Richard Wright ou Langston Hughes en éveil étaient fondamentalement différents de ceux que pouvaient affronter Léopold Senghor ou Jomo Kenyatta. De même, certains États arabes qui avaient pourtant entonné le chant prestigieux de la rénovation arabe devaient-ils s'apercevoir que leur position géographique, l'interdépendance économique de leur région, était plus forte que le passé que l'on voulait revivre. Aussi trouvons-nous aujourd'hui les États arabes organiquement rattachés aux sociétés méditerranéennes de culture. C'est que ces États sont soumis à des pressions modernes, à des nouveaux circuits commerciaux, tandis que les réseaux qui dominaient au cours du rayonnement arabe ont disparu. Mais il y a surtout le fait que les régimes politiques de certains États arabes sont à ce point hétérogènes, étrangers les uns aux autres, qu'une rencontre même culturelle entre ces États se révèle un non-sens. On voit donc que le problème culturel, tel qu'il est quelquefois posé dans les pays colonisés, risque de donner lieu à des ambiguïtés graves. L'inculture des nègres que proclame le colonialisme, la barbarie congénitale des Arabes, devait logiquement conduire à une exaltation des phénomènes culturels non plus nationaux mais continentaux et singulièrement racialisés. En Afrique, la démarche de l'homme de culture est une démarche négro-africaine ou arabo-musulmane. Elle n'est pas spécifiquement nationale. La culture est de plus en plus coupée de l'actualité. Elle trouve refuge dans un foyer passionnellement incandescent et se ferait difficilement des voies concrètes qui seraient pourtant les seules susceptibles de lui procurer les attributs de fécondité, d'homogénéité et de densité. Si l'entreprise de l'intellectuel colonisé est historiquement limitée, il reste qu'elle contribue dans une large mesure à soutenir, à légitimer l'action des hommes politiques. Et il est vrai que la démarche de l'intellectuel colonisé prend quelquefois les aspects d'un culte, d'une religion. Mais si l'on veut bien analyser comme il faut cette attitude, on s'aperçoit qu'elle traduit la prise de conscience par le colonisé du danger qu'il court de rompre les dernières amarres de son peuple. Cette foi proclamée en l'existence d'une culture nationale est en fait un retour ardent, désespéré vers n'importe quoi. Pour assurer son salut, pour échapper à la suprématie de la culture blanche, le colonisé sent la nécessité de revenir vers des racines ignorées, de se perdre, advienne que pourra, dans ce peuple barbare, parce qu'il se sent devenir aliéné, c'est-à-dire le lieu vivant de contradictions qui menace d'être insurmontable. Le colonisé s'arrache du marais où il risque de s'enliser et à corps perdu, à cerveau perdu, il accepte, il décide d'assumer, il confirme. Le colonisé se découvre tenu de répondre de tout et de tous. Il ne se fait pas seulement le défenseur, il accepte d'être mis avec les autres et dorénavant, il peut se permettre de rire de sa lâcheté passée. Cet arrachement pénible et douloureux est cependant nécessaire. Faute de le réaliser, on assistera à des mutilations psycho-affectives extrêmement graves. Des gens sans rivage, sans limite, sans couleur, des apatrides, des non-enracinés, des anges. Également, on ne sera pas étonné d'entendre certains colonisés déclarer «
C'est en tant que Sénégalais et Français, c'est en tant qu'Algérien et Français que je parle. Butant sur la nécessité, s'il veut être véridique, d'assumer deux nationalités, deux déterminations, l'intellectuel arabe et français, l'intellectuel nigérian et anglais. Choisit la négation de l'une de ces déterminations. Le plus souvent, ne voulant ou ne pouvant pas choisir, ces intellectuels ramassent toutes les déterminations historiques qui les ont conditionnés et se placent radicalement dans une perspective universelle. C'est que l'intellectuel colonisé s'est jeté avec avidité dans la culture occidentale. Semblable aux enfants adoptifs qui ne cessent leurs investigations du nouveau cadre familial que dans le moment où se cristallise dans leur psychisme un noyau sécurisant minimum, l'intellectuel colonisé va tenter de faire sienne la culture européenne. Il ne se contentera pas de connaître Rabelais ou Diderot, Shakespeare ou Edgar Poe. Il bandera son cerveau jusqu'à la plus extrême complicité avec ces hommes. La dame n'était pas seule, elle avait un mari très comme il faut, qui citait Racine et Corneille, et Voltaire et Rousseau, et le père Hugo et le jeune Musset, et Gide et Valéry, et tant d'autres encore. René Despestre. Mais au moment où les partis nationalistes mobilisent le peuple au nom de l'indépendance nationale, l'intellectuel colonisé peut quelquefois rejeter du pied ces acquisitions qu'il ressent soudain comme aliénantes. Toutefois, il est plus facile de proclamer qu'on rejette que de rejeter réellement. Cet intellectuel qui, par le truchement de la culture, s'était infiltré dans la civilisation occidentale, qui était arrivé à faire corps, c'est-à-dire à changer de corps avec la civilisation européenne, va s'apercevoir que la matrice culturelle qu'il voudrait assumer par souci d'originalité ne lui offre guère les figures de proue capables de supporter la comparaison avec celles nombreuses et prestigieuses de la civilisation de l'occupant. L'histoire, bien sûr, écrite d'ailleurs par des Occidentaux et à l'intention des Occidentaux, pourra épisodiquement valoriser certaines périodes du passé africain. Mais, debout devant le présent de son pays, observant lucidement, objectivement l'actualité du continent qu'il voudrait faire sien, l'intellectuel est effrayé par le vide, l'abrutissement, la sauvagerie. Or, il sent qu'il lui faut sortir de cette culture blanche, qu'il lui faut chercher ailleurs, n'importe où, et faute de trouver un aliment culturel à la mesure du panorama glorieux étalé par le dominateur, l'intellectuel colonisé très souvent va refluer sur des positions passionnelles et développera une psychologie dominée par une sensibilité, une susceptibilité exceptionnelle. Ce mouvement de repli procède d'abord d'une pétition de principe dans son mécanisme interne et sa physionomie, évoque surtout un réflexe, une contraction musculaire. Ainsi s'explique suffisamment le style des intellectuels colonisés qui décident d'exprimer cette phase de la conscience en train de se libérer. Style heurté, fortement imagé car l'image est le pont-levis qui permet aux énergies inconscientes de s'éparpiller dans les prairies environnantes. Style nerveux, animé de rythme, de part en part habité par une vie éruptive. Coloré aussi, bronzé, ensoleillé et violent. Ce style qui a, en son temps, étonné les Occidentaux, n'est point, comme on a bien voulu le dire, un caractère racial, mais traduit avant tout un corps à corps, révèle la nécessité dans laquelle s'est trouvé cet homme de se faire mal, de saigner réellement de sang rouge, de se libérer d'une partie de son être qui déjà renfermait des germes de pourriture. Combat douloureux, rapide, immanquablement, le muscle devait se substituer au concept. Si sur le plan poétique, cette démarche atteint des hauteurs inaccoutumées, il demeure que sur le plan de l'existence, l'intellectuel débouche fréquemment sur une impasse. Lorsque, parvenu à l'apogée du rut avec son peuple, quel qu'il fût et quel qu'il soit, l'intellectuel décide de retrouver le chemin de la quotidienneté. Il ne ramène de son aventure que des formules terriblement infécondes. Il privilégie les coutumes, les traditions, les modes d'apparaître et sa quête forcée, douloureuse, ne fait qu'évoquer une banale recherche d'exotisme. C'est la période où les intellectuels chantent les moindres déterminations du panorama indigène. Le boubou se trouve sacralisé, les chaussures parisiennes ou italiennes délaissées au profit des babouches. Le langage du dominateur écorche soudain les lèvres. Retrouver son peuple, c'est quelquefois dans cette période vouloir être un nègre. Non un nègre, pas comme les autres, mais un véritable nègre, un chien de nègre tel que le veut le blanc. Retrouver son peuple, c'est se faire bico, se faire le plus indigène possible, le plus méconnaissable, c'est se couper les ailes qu'on avait laissées pousser. L'intellectuel colonisé décide de procéder à l'inventaire des mauvaises manières puisées dans le monde colonial et se dépêche de se rappeler les bonnes manières du peuple, de ce peuple dont on a décidé qu'il détenait toute vérité. Le scandale que déclenche cette démarche dans les rangs des colonialistes installés sur le territoire renforce la décision du colonisé. Lorsque les colonialistes, qui avaient savouré leur victoire sur ces assimilés, se rendent compte que ces hommes que l'on croyait sauvés commencent à se dissoudre dans la négraille, tout le système vacille.
Chaque colonisé gagnait, chaque colonisé qui était passé aux aveux, lorsqu'il décide de se perdre, est non seulement un échec pour l'entreprise coloniale, mais symbolise encore l'inutilité et le manque de profondeur du travail accompli. Chaque colonisé qui repasse la ligne est une condamnation radicale de la méthode et du régime, et l'intellectuel colonisé trouve dans le scandale qu'il provoque une justification à sa démission et un encouragement à persévérer. Si nous voulions retrouver, à travers les œuvres d'écrivains colonisés, les différentes phases qui caractérisent cette évolution, nous verrions se profiler devant nos yeux un panorama en 3 temps. Dans une première phase, l'intellectuel colonisé prouve qu'il a assimilé la culture de l'occupant. Ses œuvres correspondent point par point à celles de ses homologues métropolitains. L'inspiration est européenne, et on peut aisément rattacher ses œuvres à un courant bien défini de la littérature métropolitaine. C'est la période assimilationniste intégrale. On trouvera dans cette littérature de colonisés des parnassiens, des symbolistes, des surréalistes. Dans un deuxième temps, le colonisé est ébranlé et décide de se souvenir. Cette période de création correspond approximativement à la replongée que nous venons de décrire. Mais comme le colonisé n'est pas inséré dans son peuple, comme il entretient des relations d'extériorité avec son peuple, il se contente de se souvenir. Des vieux épisodes d'enfance seront ramenés du fond de sa mémoire, de vieilles légendes seront réinterprétées en fonction d'une esthétique d'emprunt et d'une conception du monde découverte sous d'autres cieux. Quelquefois, cette littérature de pré-combat sera dominée par l'humour et par l'allégorie. Période d'angoisse, de malaise, d'expérience de la mort, expérience aussi de la nausée, on se vomit, mais déjà par en dessous, s'amorce le rire. Enfin, dans une troisième période, dite de combat, le colonisé, après avoir tenté de se perdre dans le peuple, de se perdre avec le peuple, va au contraire secouer le peuple. Au lieu de privilégier la léthargie du peuple, il se transforme en réveilleur de peuple. Littérature de combat, littérature révolutionnaire, littérature nationale. Au cours de cette phase, un grand nombre d'hommes et de femmes qui, auparavant, n'auraient jamais songé à faire œuvre littéraire, maintenant qu'ils se trouvent placés dans des situations exceptionnelles, en prison, au maquis ou à la veille de leur exécution, ressentent la nécessité de dire leur nation, de composer la phrase qui exprime le peuple, de se faire le porte-parole d'une nouvelle réalité en actes. L'intellectuel colonisé, cependant, tôt ou tard, se rendra compte qu'on ne prouve pas sa nation à partir de la culture, mais qu'on la manifeste dans le combat que mène le peuple contre les forces d'occupation. Aucun colonialisme ne tire sa légitimité de l'inexistence culturelle des territoires qu'il domine. On ne fera jamais honte au colonialisme en déployant devant son regard des trésors culturels méconnus. L'intellectuel colonisé, dans le moment même où il s'inquiète de faire œuvre culturelle, ne se rend pas compte qu'il utilise des techniques et une langue empruntées à l'occupant. Il se contente de revêtir ses instruments d'un cachet qui se veut national, mais qui rappelle étrangement l'exotisme. L'intellectuel colonisé qui revient à son peuple à travers les œuvres culturelles se comporte en fait comme un étranger. Quelquefois, il n'hésitera pas à utiliser les dialectes pour manifester sa volonté d'être le plus près possible du peuple, mais les idées qu'il exprime. Les préoccupations qu'il habite sont sans commune mesure avec la situation concrète que connaissent les hommes et les femmes de son pays. La culture vers laquelle se penche l'intellectuel n'est très souvent qu'un stock de particularisme. Voulant coller au peuple, il colle au revêtement visible. Or, ce revêtement n'est qu'un reflet d'une vie souterraine, dense, en perpétuel renouvellement. Cette objectivité qui crève les yeux et qui semble caractériser le peuple n'est en fait que le résultat inerte et déjà nié d'adaptations multiples et pas toujours cohérentes d'une substance plus fondamentale qui, elle, est en plein renouvellement. L'homme de culture, au lieu de partir à la recherche de cette substance, va se laisser hypnotiser par ces lambeaux momifiés qui, stabilisés, signifient au contraire la négation, le dépassement, l'invention. La culture n'a jamais la translucidité de la coutume. La culture fuit éminemment toute simplification. Dans son essence, elle est à l'opposé de la coutume qui, elle, est toujours une détérioration de la culture. Vouloir coller à la tradition ou réactualiser les traditions délaissées, c'est non seulement aller contre l'histoire, mais contre son peuple. Quand un peuple soutient une lutte armée ou même politique contre un colonialisme implacable, la tradition change de signification. Ce qui était technique de résistance passive peut, dans cette période, être radicalement condamné. Dans un pays sous-développé, en phase de lutte, les traditions sont fondamentalement instables et sillonnées de courants centrifuges. C'est pourquoi l'intellectuel risque souvent d'être à contretemps. Les peuples qui ont mené la lutte sont de plus en plus imperméables à la démagogie et à vouloir trop les suivre, on se révèle n'être qu'un vulgaire opportuniste, voire un retardataire. Sur le plan des arts plastiques par exemple, le créateur colonisé qui coûte que coûte veut faire œuvre nationale se confine dans une reproduction stéréotypée de détails.
Ces artistes, qui ont cependant approfondi les techniques modernes et participé au grand courant de la peinture ou de l'architecture contemporaine, tournent le dos, contestent la culture étrangère et, partant à la recherche du vrai national, privilégient ce qu'ils croient être les constantes d'un art national. Mais ces créateurs oublient que les formes de pensée, que l'alimentation, les techniques modernes d'information, du langage et de l'habillement ont réorganisé dialectiquement le cerveau du peuple et que les constantes qui furent les garde-fous pendant la période coloniale sont en train de subir des mutations terriblement radicales. Ce créateur, qui décide de décrire la vérité nationale, se tourne paradoxalement vers le passé, vers l'inactuel. Ce qu'il vise dans son intentionnalité profonde, ce sont les déjections de la pensée, le dehors, les cadavres, le savoir définitivement stabilisé. Or, l'intellectuel colonisé qui veut faire œuvre authentique doit savoir que la vérité nationale, c'est d'abord la réalité nationale. Il lui faut pousser jusqu'au lieu en ébullition où se préfigure le savoir. Avant l'indépendance, le peintre colonisé était insensible au panorama national. Il privilégiait donc le non figuratif ou, plus souvent, se spécialisait dans les natures mortes. Après l'indépendance, son souci de rejoindre le peuple le confinera dans la représentation point par point de la réalité nationale. Il s'agit là d'une représentation non rythmée, sereine, immobile, qui évoque non pas la vie mais la mort. Les milieux éclairés s'extasient devant cette vérité bien rendue, mais on a le droit de se demander si cette vérité est réelle, si en fait elle n'est pas dépassée, niée, remise en question par l'épopée à travers laquelle le peuple se ferait un chemin vers l'histoire. Sur le plan de la poésie, nous pourrions faire les mêmes constatations. Après la phase assimilationniste de la poésie rimée éclate le rythme du tam-tam poétique, poésie de révolte mais poésie analytique, descriptive. Le poète doit cependant comprendre que rien ne remplace l'engagement rationnel et irréversible aux côtés du peuple en armes. Encore une fois, citons René de Pestre. La dame n'était pas seule, elle avait un mari qui savait tout mais à part les francs qui ne savaient rien. Parce que la culture ne va pas sans concession, une concession de sa chair et de son sang, une concession de soi-même aux autres, une concession qui vaut le classicisme et le romantisme, et tout ce dont on abreuve notre esprit. Le poète colonisé qui se préoccupe de faire œuvre nationale, qui s'obstine à décrire son peuple, rate son but, car il ne met pas en avant de dire en état de faire cette concession fondamentale dont parle Despestre. Le poète français René Char l'a bien compris, qui rappelle que le poème émerge d'une imposition subjective et d'un choix objectif. Le poème est une assemblée en mouvement de valeurs originales déterminantes en relation contemporaine avec quelqu'un que cette circonstance fait premier. Oui, le premier devoir du poète colonisé est de déterminer clairement le sujet peuple de sa création. On ne peut avancer résolument que si l'on prend d'abord conscience de son aliénation. Nous avons tout pris de l'autre côté. Or, l'autre côté ne nous donne rien sans, par 1000 détours, nous courber dans sa direction, sans par 10 000 artifices, 100 000 ruses, nous attirer, nous séduire, nous emprisonner. Prendre, c'est également sur de multiples plans être pris. Il ne suffit donc pas d'essayer de se déprendre en accumulant les proclamations ou les dénégations. Il ne suffit pas de rejoindre le peuple dans ce passé où il n'est plus, mais dans ce mouvement basculé qu'il vient déboucher et à partir duquel subitement tout va être mis en question. C'est dans ce lieu de déséquilibre occulte où se tient le peuple qu'il faut que nous nous portions, car, n'en doutons point, c'est là que se givre son âme et que s'illumine sa perception et sa respiration. Keita Fodeba, aujourd'hui ministre de l'Intérieur de la République de Guinée, lorsqu'il était directeur des ballets africains, n'a pas rusé avec la réalité que lui offrait le peuple de Guinée. Dans une perspective révolutionnaire, il a réinterprété toutes les images rythmiques de son pays. Mais il a fait davantage. Dans son œuvre poétique, peu connue, on trouve un constant souci de préciser le moment historique de la lutte, de délimiter le champ où se déroulera l'action, les idées autour desquelles se cristallisera la volonté populaire. Voici un poème de Keita Fodeba, authentique invitation à la réflexion, à la démystification, au combat. C'était l'aube. Le petit hameau qui avait dansé toute la moitié de la nuit au son des tam-tams s'éveillait peu à peu. Les bergers, en loques et jouant de la flûte, conduisaient les troupeaux dans la vallée. Les jeunes filles, armées de canaris, se suivaient à la queue leu-leu sur le sentier tortueux de la fontaine. Dans la cour du marabout, un groupe d'enfants chantonnait en chœur des versets du Coran. C'était l'aube, combat du jour et de la nuit, mais celle-ci exténuée n'en pouvait plus et lentement expirait. Quelques rayons du soleil, en signe avant-coureur de cette victoire du jour, traînaient encore, timides et pâles, à l'horizon. Les dernières étoiles doucement glissaient sous des tas de nuages, pareils aux flamboyants en fleurs. C'était l'aube,
Et là-bas, au fond de la vaste plaine, au contour de pourpre, une silhouette d'homme courbé défrichait. Silhouette de Naaman, le cultivateur. À chaque coup de sa daba, les oiseaux effrayés s'envolaient et, à tire-d'aile, rejoignaient les rives paisibles du Djoliba, le grand fleuve du Niger. Son pantalon de cotonnade grise, trempé de rosée, battait l'herbe sur les côtés. Il suait, infatigable, toujours courbé, maniant adroitement son outil, car il fallait que ses graines soient enfouies avant les prochaines pluies. C'était l'aube, toujours l'aube. Les mange-mille, dans les feuillages, virevoltaient, annonçant le jour. Sur la piste humide de la plaine, un enfant, portant en bandoulière son petit sac de flèches, courait essoufflé dans la direction de Naaman. Il interpellait « Frère Naaman, le chef du hameau vous demande sous l'arbre à palabres. » Surpris d'une convocation aussi matinale, le cultivateur posa son outil et marcha vers le bourg qui, maintenant, radiait dans les lueurs du soleil naissant. Déjà, les anciens, plus graves que jamais, siégeaient. À côté d'eux, un homme en uniforme, un garde-cercle, impassible, fumait tranquillement sa pipe. Naaman prit place sur une peau de mouton. Le griot du chef se leva pour transmettre à l'assemblée la volonté des anciens. Les Blancs ont envoyé un garde-cercle pour demander un homme du hameau qui ira à la guerre dans leur pays. Les notables, après délibération, ont décidé de désigner le jeune homme le plus représentatif de notre race afin qu'il aille prouver à la bataille des Blancs le courage qui a toujours caractérisé notre mandingue. Naaman, dont chaque soir les jeunes filles en couplets harmonieux louaient l'imposante stature et le développement apparent des muscles, fut d'office désigné. La douce Kadia, sa jeune femme, bouleversée par la nouvelle, cessa soudain de piler, rangea le mortier sous le grenier et, sans mot dire, s'enferma dans sa case pour pleurer son malheur en sanglots étouffés. La mort lui ayant ravi son premier mari, elle ne pouvait concevoir que les Blancs lui enlèvent Naaman, celui en qui reposaient tous ses nouveaux espoirs. Le lendemain, malgré ses larmes et ses plaintes, le son grave des tam-tams de guerre accompagna Naaman au petit port du village où il s'embarqua sur un chaland à destination du chef-lieu de cercle. La nuit, au lieu de danser sur la place publique comme d'habitude, les jeunes filles vinrent veiller dans l'antichambre de Naaman où elles comptèrent jusqu'au matin autour d'un feu de bois. Plusieurs mois s'écoulèrent sans qu'aucune nouvelle de Naaman ne parvint au bourg. La petite Kadia s'en inquiéta, si bien qu'elle eut recours à l'expert féticheur du village voisin. Les anciens eux-mêmes tinrent sur le sujet un bref conciliabule secret, dont rien ne transpira. Un jour enfin arriva au village une lettre de Naaman à l'adresse de Kadia. Celle-ci, soucieuse de la situation de son époux, se rendit la même nuit, après de pénibles heures de marche, au chef-lieu du cercle où un traducteur lut la missive. Naaman était en Afrique du Nord en bonne santé, et il demandait des nouvelles de la moisson, des fêtes, de la mare, des danses de l'arbre à palabres du village. Cette nuit, les commères accordèrent à la jeune Kadia la faveur d'assister, dans la cour de leur doyenne, à leur palabre coutumière des soirs. Le chef de village, heureux de la nouvelle, offrit un grand festin à tous les mendiants des environs. Plusieurs mois s'écoulèrent encore et tout le monde redevenait anxieux, car on ne savait plus rien de Naaman. Kadia envisageait d'aller de nouveau consulter le féticheur lorsqu'elle reçut une deuxième lettre. Naaman, après la Corse et l'Italie, était maintenant en Allemagne et il se félicitait déjà d'être décoré. Une autre fois, c'était une simple carte qui apprenait que Naaman était fait prisonnier des Allemands. Cette nouvelle pesa sur le village de tout son poids. Les anciens tinrent conseil et décidèrent que Naaman était désormais autorisé à danser le douga, cette danse sacrée du vautour que nul ne danse sans avoir fait une action d'éclat, cette danse des empereurs malinqués, dont chaque pas est une étape de l'histoire du Mali. Ce fut là une consolation pour Kadia de voir son mari élevé à la dignité des héros du pays. Le temps passa, 2 années se suivirent, Naaman était toujours en Allemagne, il n'écrivait plus. Un beau jour, le chef du village reçut de Dakar quelques mots qui annonçaient l'arrivée prochaine de Naaman. Aussitôt les tam-tams crépitèrent, on dansa et chanta jusqu'à l'aube. Les jeunes filles composèrent de nouveaux airs pour la réception car les anciens qui lui étaient dédiés ne disaient rien du douga, cette célèbre danse du mandingue. Mais un mois plus tard, Caporal Moussa, un grand ami de Naaman, adressa cette tragique lettre à Kadia. C'était l'aube. Nous étions à Tiaroyer-sur-Mer. Au cours d'une grande querelle qui nous opposait à nos chefs blancs de Dakar, une balle a trahi Naaman. Il repose en terre sénégalaise. En effet, c'était l'aube. Les premiers rayons du soleil, frôlant à peine la surface de la mer, doraient ces petites vagues moutonnantes. Au souffle de la brise, les palmiers, comme écœurés par ce combat matinal, inclinaient doucement leur tronc vers l'océan. Les corbeaux, en bandes bruyantes, venaient annoncer aux environs, par leur croissement, la tragédie qui ensanglantait l'aube de Tiaroy. Et, dans l'azur incendié,
Juste au-dessus du cadavre de Naaman, un gigantesque vautour planait lourdement. Il semblait lui dire « Naaman, tu n'as pas dansé cette danse qui porte mon nom. D'autres la danseront. » Si j'ai choisi ce long poème, c'est à cause de son incontestable valeur pédagogique. Ici, les choses sont claires. C'est un exposé précis, progressif. La compréhension du poème n'est pas seulement une démarche intellectuelle, mais une démarche politique. Comprendre ce poème, c'est comprendre le rôle qu'on a à jouer, identifier sa démarche, fourbir ses armes. Il n'y a pas un colonisé qui ne reçoive le message contenu dans ce poème. Naaman, héros des champs de bataille d'Europe, Naaman qui ne cessa d'assurer à la métropole puissance et pérennité, Naaman mitraillé par les forces de police au moment où il reprend contact avec sa terre natale. C'est Sétif en 1945, Fort-de-France, Saïgon, Dakar, Lagos. Tous ces nègres et tous ces bicots qui se sont battus pour défendre la liberté de la France ou la civilisation britannique se retrouvent dans ce poème de Keita Fodeba. Mais Keita Fodeba voit plus loin. Dans les pays colonisés, le colonialisme, après avoir utilisé les autochtones sur les champs de bataille, les utilise comme anciens combattants pour briser les mouvements d'indépendance. Les associations d'anciens combattants sont aux colonies une des forces les plus antinationalistes qui soient. Le poète Keita Fodeba préparait le ministre de l'Intérieur de la République de Guinée à déjouer les complots organisés par le colonialisme français. C'est, en effet, avec l'aide des anciens combattants que les services secrets français entendaient entre autres briser la jeune indépendance guinéenne. L'homme colonisé qui écrit pour son peuple, quand il utilise le passé, doit le faire dans l'intention d'ouvrir l'avenir, d'inviter à l'action, de fonder l'espoir. Mais pour assurer l'espoir, pour lui donner densité, il faut participer à l'action, s'engager corps et âme dans le combat national. On peut parler de tout, mais quand on décide de parler de cette chose unique dans la vie d'un homme que représente le fait d'ouvrir l'horizon, de porter la lumière chez soi, de mettre debout soi-même et son peuple, alors il faut musculairement collaborer. La responsabilité de l'homme de culture colonisée n'est pas une responsabilité en face de la culture nationale, mais une responsabilité globale à l'égard de la nation globale dont la culture n'est, somme toute, qu'un aspect. L'homme de culture colonisée ne doit pas se préoccuper de choisir le niveau de son combat, le secteur où il décide de livrer le combat national. Se battre pour la culture nationale, c'est d'abord se battre pour la libération de la nation, matrice matérielle à partir de laquelle la culture devient possible. Il n'y a pas un combat culturel qui se développerait latéralement au combat populaire. Par exemple, tous ces hommes et toutes ces femmes qui se battent point nu contre le colonialisme français en Algérie ne sont pas étrangers à la culture nationale algérienne. La culture nationale algérienne prend corps et consistance au cours de ces combats, en prison, devant la guillotine, dans les postes militaires français investis et détruits. Il ne faut donc pas se contenter de plonger dans le passé du peuple pour y trouver des éléments de cohérence vis-à-vis des entreprises falsificatrices et péjoratives du colonialisme. Il faut travailler, lutter à la même cadence que le peuple afin de préciser l'avenir, préparer le terrain où déjà se dressent des pousses vigoureuses. La culture nationale n'est pas le folklore ou un populisme abstrait a cru découvrir la vérité du peuple. Elle n'est pas une masse sédimentée de gestes purs, c'est-à-dire de moins en moins rattachables à la réalité présente du peuple. La culture nationale est l'ensemble des efforts faits par un peuple sur le plan de la pensée pour décrire, justifier et chanter l'action à travers laquelle le peuple s'est constitué et s'est maintenu. La culture nationale dans les pays sous-développés doit donc se situer au centre même de la lutte de libération que mènent ces pays. Les hommes de culture africains, qui se battent encore au nom de la culture négro-africaine, qui ont multiplié les congrès au nom de l'unité de cette culture, doivent aujourd'hui se rendre compte que leur activité s'est ramenée à confronter des pièces ou à comparer des sarcophages. Il n'y a pas de communauté de destin des cultures nationales sénégalaises et guinéennes, mais communauté de destin des nations guinéennes et sénégalaises dominées par le même colonialisme français. Si l'on veut que la culture nationale sénégalaise ressemble à la culture nationale guinéenne, il ne suffit pas que les dirigeants des deux peuples décident de poser les problèmes dans des perspectives voisines. Problèmes de la libération, problèmes syndicaux, problèmes économiques. Même alors, il ne saurait y avoir d'identité absolue, car la cadence du peuple et celle des dirigeants ne sont pas uniformes. Il ne saurait y avoir de culture rigoureusement identique. Imaginez qu'on fera de la culture noire, c'est oublier singulièrement que les Noirs sont en train de disparaître, ceux qui les ont créés étant en train d'assister à la dissolution de leur suprématie économique et culturelle. Il n'y aura pas de culture noire parce qu'aucun homme politique ne s'imagine avoir vocation de donner naissance à des républiques noires.
Le problème est de savoir la place que ces hommes ont l'intention de réserver à leur peuple, le type de relations sociales qu'ils décident d'instaurer, la conception qu'ils se font de l'avenir de l'humanité. C'est cela qui compte. Tout le reste est littérature et mystification. En 1959, les hommes de culture africains réunis à Rome n'ont cessé de parler de l'unité. Mais l'un des plus grands chantres de cette unité culturelle, Jacques Rabé Manonjara, est aujourd'hui ministre du gouvernement malgache et, à ce titre, a décidé avec son gouvernement de prendre position contre le peuple algérien à l'Assemblée générale des Nations unies. Rabé, s'il était fidèle à lui-même, aurait dû démissionner de ce gouvernement, dénoncer les hommes qui prétendent incarner la volonté du peuple malgache. Les 90 000 morts de Madagascar n'ont pas donné raison à Rabé de s'opposer, à l'Assemblée générale des Nations unies, aux aspirations du peuple algérien. La culture négro-africaine, c'est autour de la lutte des peuples qu'elle se densifie et non autour des chants, des poèmes ou du folklore. Senghor, qui est également membre de la Société africaine de culture et qui a travaillé avec nous autour de cette question de la culture africaine, n'a pas craint, lui non plus, de donner l'ordre à sa délégation d'appuyer les thèses françaises sur l'Algérie. L'adhésion à la culture négro-africaine, à l'unité culturelle de l'Afrique, passe d'abord par un soutien inconditionnel à la lutte de libération des peuples. On ne peut vouloir le rayonnement de la culture africaine si l'on ne contribue pas concrètement à l'existence des conditions de cette culture, c'est-à-dire à la libération du continent. Je dis qu'aucun discours, aucune proclamation sur la culture ne nous détourneront de nos tâches fondamentales qui sont la libération du territoire national, une lutte de tous les instants contre les formes nouvelles du colonialisme, un refus obstiné de nous entremerveiller au sommet. Fondement réciproque de la culture nationale et des luttes de libération. La domination coloniale, parce que totale et simplifiante, a tôt fait de disloquer de façon spectaculaire l'existence culturelle du peuple soumis. La négation de la réalité nationale, les rapports juridiques nouveaux introduits par la puissance occupante, le rejet à la périphérie par la société coloniale des indigènes et de leurs coutumes, l'expropriation, l'asservissement systématisé des hommes et des femmes rendent possible cette oblitération culturelle. J'ai montré il y a 3 ans devant notre premier congrès qu'assez rapidement, dans la situation coloniale, le dynamisme est remplacé par une substantification des attitudes. L'ère culturelle est alors délimitée par des garde-fous, des poteaux indicateurs. Ce sont autant de mécanismes de défense du type le plus élémentaire, assimilables à plus d'un titre au simple instinct de conservation. L'intérêt de cette période est que l'oppresseur en arrive à ne plus se satisfaire de l'inexistence objective de la nation et de la culture opprimée. Tous les efforts sont faits pour amener le colonisé à confesser de l'infériorité de sa culture transformée en conduite distinctive, à reconnaître l'irréalité de sa nation et, à l'extrême, le caractère inorganisé et non fini de sa propre structure biologique. Face à cette situation, la réaction du colonisé n'est pas univoque. Tandis que les masses maintiennent intactes les traditions les plus hétérogènes à la situation coloniale, tandis que le style artisanal se solidifie dans un formalisme de plus en plus stéréotypé, l'intellectuel se jette frénétiquement dans l'acquisition forcenée de la culture de l'occupant, en prenant soin de caractériser péjorativement sa culture nationale, ou se cantonne dans l'énumération circonstanciée, méthodique, passionnelle et rapidement stérile de cette culture. Le caractère commun de ces 2 tentatives est qu'elles débouchent l'une et l'autre sur des contradictions insupportables. Transfuge ou substantialiste, le colonisé est inefficace parce que précisément l'analyse de la situation coloniale n'est pas menée avec rigueur. La situation coloniale arrête, dans sa quasi-totalité, la culture nationale. Il ne saurait y avoir de culture nationale, de vie culturelle nationale, d'invention culturelle ou de transformation culturelle nationale dans le cadre d'une domination coloniale. Ça et là, surgissent quelquefois des tentatives hardies de réamorcer le dynamisme culturel, de réorienter les thèmes, les formes, les tonalités. L'intérêt immédiat, palpable, évident de ces soubresauts est nul. Mais, en poursuivant les conséquences jusqu'à leur extrême limite, on s'aperçoit que se prépare une désopacification de la conscience nationale, une mise en question de l'oppression, une ouverture sur la lutte de libération. La culture nationale est, sous la domination coloniale, une culture contestée et dont la destruction est poursuivie de façon systématique. C'est très rapidement une culture condamnée à la clandestinité. Cette notion de clandestinité est immédiatement perçue dans les réactions de l'occupant qui interprète la complaisance dans les traditions comme une fidélité à l'esprit national, comme un refus de se soumettre. Cette persistance dans des formes culturelles condamnées par la société coloniale est déjà une manifestation nationale.
Mais cette manifestation renvoie aux lois de l'inertie. Il n'y a pas d'offensive, pas de redéfinition des rapports. Il y a crispation sur un noyau de plus en plus étriqué, de plus en plus inerte, de plus en plus vide. Au bout d'1 ou 2 siècles d'exploitation se produit une véritable émaciation du panorama culturel national. La culture nationale devient un stock d'habitudes motrices, de traditions vestimentaires, d'institutions morcelées. On y décèle peu de mobilité. Il n'y a pas de créativité vraie, pas d'effervescence. Misère du peuple, oppression nationale et inhibition de la culture sont une seule et même chose. Après un siècle de domination coloniale, on trouve une culture rigidifiée à l'extrême, sédimentée, minéralisée. Le dépérissement de la réalité nationale et l'agonie de la culture nationale entretiennent des rapports de dépendance réciproque. C'est pourquoi il devient capital de suivre l'évolution de ces rapports au cours de la lutte de libération. La négation culturelle, le mépris des manifestations nationales motrices ou émotionnelles, la mise hors la loi de toute spécialité d'organisation contribuent à engendrer des conduites agressives chez le colonisé. Mais ces conduites sont de type réflexe, mal différenciées, anarchiques, inefficaces. L'exploitation coloniale, la misère, la famine endémique acculent de plus en plus le colonisé à la lutte ouverte et organisée. Progressivement et de façon imperceptible, la nécessité d'un affrontement décisif se ferait prégnante et est ressentie par la grande majorité du peuple. Les tensions inexistantes auparavant se multiplient. Les événements internationaux, l'écroulement par pans entiers des empires coloniaux, les contradictions inhérentes au système colonialiste entretiennent et renforcent la combativité, promeuvent et donnent force à la conscience nationale. Ces tensions nouvelles, présentes à tous les étages de la réalité coloniale, se répercutent sur le plan culturel. En littérature, par exemple, il y a surproduction relative. De réplique mineure du dominateur qu'elle était, la production autochtone se différencie et se fait volonté particularisante. Essentiellement consommatrice pendant la période d'oppression, l'intelligentsia devient productive. Cette littérature se cantonne d'abord volontiers dans le genre poétique et tragique. Par la suite seront abordés les romans, les nouvelles et les essais. Il semble exister une sorte d'organisation interne, une loi de l'expression qui veut que les manifestations poétiques se raréfient à mesure que se précisent les objectifs et les méthodes de la lutte de libération. Les thèmes sont fondamentalement renouvelés. De fait, on trouve de moins en moins ces récriminations amères et désespérées, ces violences épanouies et sonores qui somme toute tranquillisent l'occupant. Les colonialistes ont, dans la période antérieure, encouragé ces tentatives, leur ont facilité l'existence. Les dénonciations acérées, les misères étalées, la passion exprimée sont, en effet, assimilées par l'occupant à une opération cathartique. Faciliter ces opérations, c'est en un certain sens éviter la dramatisation, détendre l'atmosphère. Mais cette situation ne peut être que transitoire. En effet, le progrès de la conscience nationale dans le peuple modifie et précise les manifestations littéraires de l'intellectuel colonisé. La cohésion continuée du peuple constitue pour l'intellectuel une invitation à dépasser le cri. La plainte fait face au réquisitoire, puis à l'appel. À la période suivante apparaît le mot d'ordre. La cristallisation de la constance nationale va à la fois bouleverser les genres et les thèmes littéraires et créer de toutes pièces un nouveau public. Alors qu'au début, l'intellectuel colonisé produisait à l'intention exclusive de l'oppresseur, soit pour le charmer, soit pour le dénoncer à travers des catégories ethniques ou subjectivistes, il adopte progressivement l'habitude de s'adresser à son peuple. C'est seulement à partir de ce moment que l'on peut parler de littérature nationale. Il y a, au niveau de la création littéraire, reprise et clarification des thèmes typiquement nationalistes. C'est la nature du combat proprement dite, en ce sens qu'elle convoque tout un peuple à la lutte pour l'existence nationale. Littérature de combat, parce qu'elle informe la conscience nationale, lui donne forme et contour et lui ouvre de nouvelles et d'illimitées perspectives. Littérature de combat, parce qu'elle prend en charge, parce qu'elle est volonté temporalisée. À un autre niveau, la littérature orale, les contes, les épopées, les chants populaires autrefois répertoriés et figés, commencent à se transformer. Les conteurs qui récitaient des épisodes inertes les animent et y introduisent des modifications de plus en plus fondamentales. Il y a tentative d'actualiser les conflits, de moderniser les formes de lutte évoquées, les noms des héros, le type des armes. La méthode allusive se fait de plus en plus fréquente. À la formule « il y a très longtemps de cela », on substitue celle plus ambiguë « ce qui va être rapporté s'est passé quelque part, mais cela aurait pu se passer ici, aujourd'hui ou demain ». L'exemple de l'Algérie est à cet égard significatif. À partir de 1952-53, les conteurs, stéréotypés et fatigants à écouter, bouleversent de fond en comble et leur méthode d'exposer et le contenu de leur récit.
Le public, autrefois clairsemé, se fait compact. L'épopée, avec ses catégories de typification, reparaît. C'est un authentique spectacle qui reprend valeur culturelle. Le colonialisme ne s'y est pas trompé, qui, à partir de 1955, a procédé à l'arrestation systématique de ses conteurs. Le contact du peuple avec la geste nouvelle suscite un nouveau rythme respiratoire. Des tensions musculaires oubliées et développent l'imagination. Chaque fois que le conteur expose devant son public un épisode nouveau, on assiste à une réelle invocation. Il est révélé au public l'existence d'un nouveau type d'homme. Le présent n'est plus fermé sur lui-même, mais écartelé. Le conteur redonne liberté à son imagination, innove, fait œuvre créatrice. Il arrive même que des figures mal préparées à cette transmutation, bandits de grands chemins ou vagabonds plus ou moins asociaux, soient reprises et remodelées. Il faut suivre pas à pas dans un pays colonisé l'émergence de l'imagination, de la création dans les chansons et dans les récits épiques populaires. Le conteur répond par approximations successives à l'attente du peuple et chemine, apparemment solitaire, mais en réalité soutenu par l'assistance, à la recherche de modèles nouveaux, de modèles nationaux. La comédie et la farce disparaissent ou perdent leur attrait. Quant à la dramatisation, elle ne se situe plus au niveau de la conscience en crise de l'intellectuel. En perdant ses caractères de désespoir et de révolte, elle est devenue le lot commun du peuple, elle est devenue partie d'une action en préparation ou déjà en cours. Sur le plan artisanal, les formes sédimentées et comme frappées de stupeur progressivement se tendent. Le travail du bois, par exemple, qui rééditait par milliers certains visages et certaines poses, se différencie. Le masque inexpressif ou accablé s'anime et les bras ont tendance à quitter le corps, à esquisser l'action. La composition à 2, 3, 5 personnages apparaît. Les écoles traditionnelles sont invitées à la création par le surgissement en avalanche d'amateurs ou de dissidents. Cette vigueur nouvelle dans ce secteur de la vie culturelle passe très souvent inaperçue. Pourtant, sa contribution à la lutte nationale est capitale. En animant visages et corps, en prenant comme thème de création un groupe vissé sur un même socle, l'artiste convie au mouvement organisé. Si l'on étudie les répercussions de l'éveil de la conscience nationale dans le domaine de la céramique ou de la poterie, les mêmes observations peuvent être signalées. Les créations abandonnent leur formalisme. Cruches, jarres, plateaux sont modifiés d'abord de façon imperceptible, puis de façon brutale. Les coloris, autrefois en nombre restreint et qui obéissaient à des lois harmoniques traditionnelles, se multiplient et subissent le contre-coup de la poussée révolutionnaire. Certains ocres, certains bleus, interdits semble-t-il de toute éternité au sein d'une ère culturelle donnée, s'imposent sans scandale. De même, la non-figuration du visage humain, caractéristique selon les sociologues des régions parfaitement délimitées, devient soudain tout à fait relative. Le spécialiste métropolitain, l'ethnologue, perçoit rapidement ces mutations. Dans l'ensemble, toutes ces mutations sont condamnées au nom d'un style artistique codifié, d'une vie culturelle se développant au sein de la situation coloniale. Les spécialistes colonialistes ne reconnaissent pas cette forme nouvelle et accourent au secours des traditions de la société autochtone. Ce sont les colonialistes qui se font les défenseurs du style indigène. On se souvient parfaitement, et l'exemple revêt une certaine importance parce qu'il ne s'agit pas tout à fait d'une réalité coloniale, des réactions des spécialistes blancs du jazz quand, après la Deuxième Guerre mondiale, se cristallisèrent de façon stable de nouveaux styles comme le bebop. C'est que le jazz ne doit être que la nostalgie cassée et désespérée d'un vieux nègre pris entre 5 whisky, sa propre malédiction et la haine raciste des Blancs. Dès lors que le noir s'appréhende et appréhende le monde différemment, fait naître l'espoir et impose un recul à l'univers raciste. Il est clair que sa trompette tend à se déboucher et sa voix à se désenrouer. Les nouveaux styles en matière de jazz ne sont pas seulement nés de la concurrence économique. Il faut y avoir, à n'en pas douter, une des conséquences de la défaite inéluctable quoique lente de l'univers sudiste aux États-Unis. Et il n'est pas utopique de supposer que dans une cinquantaine d'années, la catégorie jazz cri, aux côtés d'un pauvre noir maudit, sera défendue par les seuls blancs, fidèles à l'image stoppée d'un type de rapport, d'une forme de la négritude. On pourrait également rechercher et trouver au niveau de la danse, du chant mélodique, des rites, des cérémonies traditionnelles, la même poussée, déceler les mêmes mutations, la même impatience. Bien avant la phase politique ou armée de la lutte nationale, un lecteur attentif peut donc sentir et voir se manifester la vigueur nouvelle, le combat prochain. Forme d'expression inaccoutumée, thèmes inédits et doués d'un pouvoir non plus d'invocation mais de rassemblement, de convocation, en vue d'eux, tout concourt à réveiller la sensibilité du colonisé, à rendre inactuelles, inacceptables les attitudes contemplatives ou d'échec, parce qu'il renouvelle les intentions de la dynamique de l'artisanat, de la danse et de la musique, de la littérature et de l'épopée orale. Le colonisé restructure sa perception. Le monde perd son caractère maudit. Les conditions sont réunies pour l'inévitable confrontation.
Nous avons assisté à l'apparition du mouvement dans les manifestations culturelles. Nous avons vu que ce mouvement, ces nouvelles formes, étaient liées à la maturation de la conscience nationale. Or, ce mouvement tend de plus en plus à s'objectiver, à s'institutionnaliser. D'où la nécessité d'une existence nationale coûte que coûte. L'une des erreurs, difficilement soutenables d'ailleurs, est de tenter des inventions culturelles, de revaloriser la culture autochtone dans le cadre de la domination coloniale. C'est pourquoi nous aboutissons à une proposition d'allure paradoxale. Dans un pays colonisé, le nationalisme le plus élémentaire, le plus brutal, le plus indifférencié est la forme la plus fervente et la plus efficace de défense de la culture nationale. La culture est d'abord expression d'une nation, de ses préférences, de ses interdits, de ses modèles. C'est à tous les étages de la société globale que se constituent d'autres interdits, d'autres valeurs, d'autres modèles. La culture nationale, c'est la somme de toutes ces appréciations, la résultante des tensions internes et externes à la société globale et aux différentes couches de cette société. Dans la situation coloniale, la culture privée, du double support de la nation et de l'État, dépérit et agonise. La condition d'existence de la culture est donc la libération nationale, la renaissance de l'État. La nation n'est pas seulement condition de la culture, de son effervescence, de son renouvellement continu et de son approfondissement. Elle est aussi une exigence. C'est d'abord le combat pour l'existence nationale qui débloque la culture, lui ouvre les portes de la création. C'est plus tard la nation qui assurera à la culture les conditions, le cadre d'expression. La nation réunit à l'intention de la culture les différents éléments indispensables et qui seuls peuvent conférer crédibilité, validité, dynamisme, créativité. C'est également son caractère national qui rendra la culture perméable aux autres cultures et lui permettra d'influencer, de pénétrer d'autres cultures. Ce qui n'existe pas ne peut guère agir sur le réel, ni même influencer ce réel. Il faut d'abord que le rétablissement de la nation donne vie, au sens le plus biologique du terme, à la culture nationale. Nous avons donc suivi le craquement, de plus en plus essentiel, des vieilles sédimentations culturelles et saisi, à la veille du combat décisif pour la libération nationale, le renouveau de l'expression, le démarrage de l'imagination. Il reste qu'ici une question fondamentale se pose. Quels sont les rapports qui existent entre la lutte, le conflit, politique ou armé, et la culture ? Durant le conflit, y a-t-il suspension de la culture ? La lutte nationale est-elle une manifestation culturelle ? Faut-il enfin dire que le combat libérateur, quoique fécond a posteriori pour la culture, est en lui-même une négation de la culture ? La lutte de libération est-elle, oui ou non, un phénomène culturel ? Nous pensons que la lutte organisée et consciente entreprise par un peuple colonisé pour rétablir la souveraineté de la nation constitue la manifestation la plus pleinement culturelle qui soit. Ce n'est pas uniquement le succès de la lutte qui donne par la suite validité et vigueur à la culture. Il n'y a pas mise en hibernation de la culture pendant le combat. La lutte elle-même, dans son déroulement, dans son processus interne, développe les différentes directions de la culture et en esquisse de nouvelles. La lutte de libération ne restitue pas à la culture nationale sa valeur et ses contours anciens. Cette lutte, qui vise à une redistribution fondamentale des rapports entre les hommes, ne peut laisser intactes ni les formes ni les contenus culturels de ce peuple. Après la lutte, il n'y a pas seulement disparition du colonialisme, mais aussi disparition du colonisé. Cette nouvelle humanité, pour soi et pour les autres, ne peut pas ne pas définir un nouvel humanisme. Dans les objectifs et les méthodes de la lutte est préfiguré ce nouvel humanisme. Un combat qui mobilise toutes les couches du peuple, qui exprime les intentions et les impatiences du peuple, qui ne craint pas de s'appuyer presque exclusivement sur ce peuple, est nécessairement triomphant. La valeur de ce type de combat est qu'il réalise le maximum de conditions pour le développement et l'invention culturelle. Après la libération nationale obtenue dans ces conditions, il n'y a pas cette indécision culturelle si pénible que l'on trouve dans certains pays nouvellement indépendants. C'est que la nation, dans sa forme de venue au monde, dans ses modalités d'existence, influe fondamentalement sur la culture. Une nation née de l'action concertée du peuple qui incarne les aspirations réelles du peuple, qui modifie l'État, ne peut exister que sous des formes de fécondité culturelle exceptionnelles. Les colonisés qui s'inquiètent de la culture de leur pays et qui veulent lui donner dimension universelle ne doivent donc pas faire confiance au seul principe de l'indépendance inévitable et sans inscription dans la conscience du peuple pour réaliser cette tâche. La libération nationale comme objectif est une chose, les méthodes et le contenu populaire du combat en sont une autre. Il nous semble que les lendemains de la culture, la richesse d'une culture nationale, sont fonction également des valeurs qui ont hanté le combat libérateur. Et voici venu le moment de dénoncer le pharisaïsme de certains. La revendication nationale, dit-on ça et là, est une phase que l'humanité a dépassée. L'heure est aux grands ensembles, et les attardés du nationalisme doivent en conséquence corriger leurs erreurs.
Nous pensons au contraire que l'erreur lourde de conséquences consisterait à vouloir sauter l'étape nationale. Si la culture est la manifestation de la conscience nationale, je n'hésiterai pas à dire, dans le cas qui nous occupe, que la conscience nationale est la forme la plus élaborée de la culture. La conscience de soi n'est pas fermée à la communication. La réflexion philosophique nous enseigne au contraire qu'elle en est la garantie. La conscience nationale, qui n'est pas le nationalisme, est la seule à nous donner dimension internationale. Ce problème de la conscience nationale, de la culture nationale, prend en Afrique des dimensions particulières. La naissance de la conscience nationale en Afrique entretient avec la conscience africaine des relations de stricte contemporanéité. La responsabilité de l'Africain devant sa culture nationale est aussi responsabilité devant la culture négro-africaine. Cette responsabilité conjointe n'est pas le fait d'un principe métaphysique, mais la conscience d'une loi banale qui veut que toute nation indépendante dans une Afrique où le colonialisme demeure accroché soit une nation encerclée, fragile, en danger permanent. Si l'homme est ce qu'il fait, alors nous dirons que la chose la plus urgente aujourd'hui pour l'intellectuel africain est la construction de sa nation. Si cette construction est vraie, c'est-à-dire si elle traduit le vouloir manifeste du peuple, si elle révèle dans leur impatience les peuples africains, alors la construction nationale s'accompagne nécessairement de la découverte et de la promotion de valeurs universalisantes. Loin donc de s'éloigner des autres nations, c'est la libération nationale qui rend la nation présente sur la scène de l'histoire. C'est au cœur de la conscience nationale que s'élève et se vivifie la conscience internationale, et cette double émergence n'est, en définitive, que le foyer de toute culture.